Donc le débat du jour, les PPP. On va commencer par une définition pour comprendre ce qu'est les PPP. Monsieur Oriot, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est un contrat de partenariat public-privé ? Je crois que c'est un nouveau mode de fonctionnement intéressant qui permet de concevoir, de construire et d'exploiter certaines infrastructures, qui permet sans doute à la puissance publique de trouver des solutions dans une conjoncture difficile en termes de financement, tout simplement, une définition globale. C'est une définition globale, effectivement. Et les contrats PPP, on en voit pas mal en France, il y en a beaucoup. Les pouvoirs publics disent que c'est une bonne solution pour financer de grands projets. Ils sont pourtant critiqués, notamment par pas mal d'architectes. Monsieur Leclerc, pourquoi cette forme de contrat est-elle si critiquée ? C'est très critiqué parce que c'est une manière de repousser l'investissement sur plusieurs générations. Donc on fait, au lieu de prendre les choses en main dès le début, de programmer un projet, de faire travailler les acteurs, architectes, ingénieurs, entreprises autour d'un projet, on fait un groupement général où on intègre l'exploitation et le financement et on étalonne tout ça sur 20, 30, 40 ans, ce qui fait qu'on augmente considérablement le coût de l'opération. Et ce coût est reporté sur plusieurs années. Donc ce n'est pas douloureux sur le moment, ni pour l'élu, ni pour la collectivité, mais ce sera douloureux au fur et à mesure de la vie du bâtiment et surtout à la fin du PPP quand il se retournera dans le domaine public, puisque en fait c'est une concession et ensuite le bâtiment revient dans le domaine public. En fait, les pouvoirs publics payent une forme de loyer aux gestionnaires privés et en fait les collectivités peuvent financer des grands projets avec un budget serré. Sur le court terme, ça ne pose pas de problème, mais après on a ce risque de surendettement. C'est bien là qu'est le problème. Voilà, le gros problème, c'est un des problèmes. Malheureusement, c'est pas le seul problème. L'un des problèmes, c'est surtout, c'est effectivement que on va imaginer, vous êtes un ménage, vous n'avez pas les moyens d'acheter des voitures ou une cuisine, etc. Et vous vous endettez constamment en disant on verra bien après. Celui qui prend la décision, là, pour la collectivité, il est élu pour un certain mandat et ensuite il sera peut-être plus là. Donc quelque part, ils s'en fichent un peu de savoir comment ça va se passer plus tard. Et là, c'est une politique qui est beaucoup basée sur le court terme et qui ne réfléchit pas sur le long terme et surtout sur l'état des finances publiques dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et en plus, ce sont toujours les grands de l'industrie qui peuvent financer ce genre de projet. Comment est-ce qu'on peut éviter ce favoritisme pour que les petits artisans ne soient pas mis de côté avec ce genre de contrat ? Alors, c'est difficile d'éviter ça parce que les entreprises qui peuvent répondre au PPP se comptent sur le doigt d'une main. C'est des grands groupes. C'est les 4 majors, comme on dit. Voilà. Oui, un peu plus que ça, mais... Ça aussi pour les ETI aussi, maintenant de plus en plus, mais effectivement les 4 majors bien entendu, mais aussi les ETI qui sont vraiment bien compétents dans ce domaine-là. Donc en gros, il y en a, je dirais, une bonne douzaine. Voilà. Ouais. Mais bon, c'est pas énorme. Oui, une douzaine, donc c'est un peu plus des doigts de deux mains. C'est toutes les PME et toutes les entreprises familiales qu'on a dans le BTP. Voilà. Alors ce qui se passe, c'est que du coup, ça, vous savez, on dit toujours l'artisanat, c'est le premier employeur en France et effectivement, toutes ces entreprises-là n'ont plus accès à ce genre de travaux. Ou alors en tant que sous-traitant. Et en tant que sous-traitant, à quelles conditions ? Souvent, les prix sont très serrés, les délais sont très maîtrisés. La marge au bénéfice de la qualité ? Voilà. Et donc, certaines entreprises ne veulent même plus travailler dans ces domaines-là parce qu'on n'a pas moyen d'assurer la qualité et la réputation de notre petit établissement. Et alors, en ce qui me concerne, pour les architectes, c'est à peu près pareil aussi. Faut savoir que, vous savez, une agence d'architecture en France, c'est 1 à 2 salariés. Une agence d'architecture qui fait plus de 10 salariés, c'est déjà une très grosse agence d'architecture. Alors effectivement, en France, il y en a qui peuvent atteindre 100 personnes. Et il n'y a que ceux-là qui peuvent répondre vraiment à des PPP ou des plus petits. Mais c'est-à-dire que et même pour ces agences-là, c'est très douloureux. C'est-à-dire il y a toute cette période du dialogue compétitif qui peut durer 1 an, qui est une sorte de course contre la montre où il faut produire constamment sans être rémunéré qu'à la fin, s'ils sont gagnés, si le contrat est gagné. Et on a vu beaucoup d'agences d'architecture en très grande difficulté financière parce qu'ils ont perdu des PPP. Et pourtant, c'était déjà les plus grosses.
Donc il y a beaucoup de problèmes. Il y a un premier problème qui est un problème d'endettement général de la France sur ces sujets-là. Il faut savoir qu'on va bientôt atteindre les 60 milliards d'investissements en PPP. Donc c'est-à-dire que cette dette-là, il va falloir la payer à un moment donné. On commence un peu à la payer, mais il faudra la payer. Et surtout que ça monte, les échéances montent d'année en année. On peut passer du simple au quintuple tout au long du PPP, par des accords de contrat au préalable. Donc on reporte ça et ensuite on ne favorise pas le tissu entrepreneurial en France, on ne favorise pas tout le savoir-faire qu'il y a avec les petites entreprises, les entreprises familiales, avec les agences d'archi qui travaillent plutôt sous la forme d'ateliers, et on ne favorise pas toute cette créativité qu'il y a en France et qui pourrait être exploitée pour l'investissement public. Alors c'est dans ces moments-là qu'on parle aussi de procédure ensemblière. Est-ce que, Monsieur Oriot, vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette forme de procédure? Je ne sais pas s'il y a vraiment un lien, en tout cas il est une chose constatée, c'est que dans les grands projets d'infrastructure aujourd'hui en France, mais également à l'étranger, qu'il s'agisse des bâtiments, mais également de l'infrastructure, de transport ou autre, la complexité est une réalité, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des objets de plus en plus complexes à réaliser, soit d'un point de vue technique, soit d'un point de vue finalement du fonctionnement global de l'opération. Il faut le concevoir, il faut le construire, il faut l'exploiter, il faut parfois le déconstruire. Et donc pour gérer cette complexité-là, on a besoin, je dirais, de personnes qui sont bien formées, de plus en plus formées, de mieux en mieux formées, qui ont une vision globale du sujet, soit en allant chercher de plus en plus de compétences à l'extérieur, donc des spécialistes de financement, de l'architecture, de la conception, etc., soit en intégrant ça au sein finalement des mêmes types de profils qui sont capables de pouvoir gérer ce type d'opération. Mais la complexité dans les projets, les gros projets, est une réalité, c'est un petit peu le sens de l'histoire. Quand on gère des hôpitaux de plus en plus complexes, quand on gère des aéroports de plus en plus complexes, des tunnels de plus en plus complexes. Et donc, il faut simplement, je dirais, accroître le niveau de formation et de capacité à pouvoir mettre à disposition ces personnes-là pour gérer ces projets. Alors, vu tous les risques que ces PPP comportent, pourquoi est-ce que ça existe encore? Il n'y a pas d'autre moyen de financement? Moi, je pense que ça existe parce que c'est très intéressant. Vous savez, imaginons, on veut lutter contre une épidémie. On dit, voilà, bon, j'ai une idée, on va demander au groupe pharmaceutique de s'attaquer au sujet et les médecins vont travailler pour ce groupe pharmaceutique. Vous imaginez ce que ça pourrait donner? Bon, c'est très intéressant pour les groupes pharmaceutiques qui sont quand même beaucoup plus puissants que les médecins ou que pour les autres secteurs de la santé. C'est exactement pareil pour le PPP. C'est-à-dire qu'on a des sociétés de financement, des gros investisseurs, des majors du BTP qui ont pris les choses en main, qui ont quelque part... il y a eu un accord qui a été fait à un moment donné, alors c'était sous Madelin à l'époque, où effectivement on va laisser le privé prendre en main le secteur public, les équipements publics. Alors c'était à une époque où il y avait un problème de crise, et toujours maintenant, les pouvoirs publics sont de moins en moins maîtres d'ouvrage. Si vous voulez, en gros, le maître d'ouvrage, c'est la personne qui coordonne les travaux, enfin les études. Et là, la maîtrise d'ouvrage n'a plus de savoir-faire. La maîtrise d'ouvrage public ne peut plus prendre en main les projets, n'a plus les compétences en interne. Donc, délègue au privé qui va s'occuper de tout. Le privé dit, bien sûr, vous inquiétez pas, on vous livre un bâtiment, tout compris. Hein, de la conception jusqu'au financement, jusqu'à l'entretien, et on vous livre les clés du bâtiment dans 27 ans ou 40 ans selon les cas. Donc on arrive à des situations qui sont assez grotesques, où effectivement l'architecte, par exemple, là, je parle de ce que je connais, voilà, de mon métier, mais l'architecte travaille pour l'entreprise qu'il est censé contrôler. Vous voyez? Donc, comment voulez-vous faire? Alors, souvent, pendant le dialogue compétitif, les études sont faites de manière très serrée, les projets sont déshabillés, les budgets sont rétrécis, et parfois l'architecte ne peut défendre ce bâtiment que sur une perspective, sur une image, et non pas sur des documents, des plans, des détails, etc. Donc c'est-à-dire qu'à la fin, il va dire, attendez, regardez sur l'image, là j'ai ici une verrière ici à cet endroit-là, et contractuellement, avec un peu d'avocat, il peut s'en sortir, en faisant appel à cet avocat, il peut s'en sortir, sachant qu'un architecte est quand même moins bien défendu qu'un major du BTP. Donc voilà, il faut garder à l'esprit que l'architecte, c'est une profession réglementée. Si elle est réglementée, c'est parce qu'elle a un intérêt public.
il y a l'intérêt public de l'architecture. Si moi je ne défends pas ma profession, je défends l'intérêt public de l'architecture. Et dans le cas des PPP, l'intérêt que tout le monde a à ce que l'architecture soit bien faite n'est pas respecté. Vous voyez, exactement comme la médecine, exactement comme... Donc nous, l'ensemble des architectes, on dit voilà, attention, avec les PPP, l'intérêt public de l'architecture n'est pas respecté pour tous les citoyens. Alors, on a d'autres modes de financement. On a notamment les plateformes participatives. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos deux plateformes, Houlders et Uniland, qui sont d'ailleurs présentes aussi, ou qui commencent en tout cas de l'être dans le domaine du BTP? Effectivement, c'est Houlders. Donc, je m'appelle Guillaume Tournier, je suis le cofondateur de Houlders.com. Houlders.com, c'est la première plateforme de co-funding en France qui permet aux particuliers de co-investir avec des professionnels, donc à nos côtés, mais aussi aux côtés de fonds d'investissement, de groupes de business angels, de banques et d'assurances, dans des sociétés innovantes sur 3 secteurs, la santé, la silver economy et les objets connectés Big Data, le tout aux mêmes conditions. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un secteur en fait, qui est en train d'émerger, les objets connectés et les Big Data, qui sont en train de révolutionner absolument toute l'économie en France et dans le monde. Et notamment en fait, au niveau du BTP, ce sera sur les thèmes porteurs de la maison ou du bâtiment connecté, oui. de la Smart City, mais aussi il y a une infinité de possibilités qui sont développées par des jeunes entreprises innovantes. Dans la rénovation aussi. Dans la rénovation, dans la localisation des équipements, dans l'optimisation des factures énergétiques. Donc il y a énormément en fait, de choses à faire, des entreprises jeunes et innovantes dans lesquelles en fait, que nous accompagnons et que nous investissons aux côtés de particuliers et de professionnels. Et du coup, chez Uniland, quelle est la différence entre vos deux systèmes de financement? Grosso modo, il y en a deux. Uniland, c'est une plateforme qui fait du prêt. Houlders fait de l'investissement en fonds propres. Donc, quand on investit chez Houlders, on est actionnaire. Chez Uniland, on fait un crédit finalement, donc on attend des intérêts et on n'est pas actionnaire de l'entreprise. Et puis la deuxième différence, c'est que Uniland va s'adresser à des entreprises déjà établies et des très petites entreprises. Nous, les gens pour lesquels on travaille, nos clients, du côté de ceux qui cherchent du financement, c'est les TPE. Donc c'est les entreprises qui font entre 1 et 10 salariés, quelques centaines de milliers, voire quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Les 2 millions de petites entreprises françaises qui maillent le territoire et dont un certain nombre effectivement sont dans le BTP. Et qui viennent chercher chez nous une forme de financement, elles viennent emprunter de l'argent finalement auprès du grand public. Donc on a une communauté de 10 000 prêteurs, 10 000 particuliers qui sont prêts à leur prêter de l'argent comme ils pourraient emprunter auprès de la banque finalement. Et il y a un montant minimum Alors le montant à demander c'est 10 000 euros. Donc on va de 10 000 à 500 000 euros grosso modo. Donc on est vraiment dans le cœur des besoins des entreprises de cette taille. Et puis surtout l'intérêt c'est qu'on fait ça sans prise de garantie. Le fait de ne pas donner de garantie, alors d'abord ça détend le chef d'entreprise, parce que évidemment donner 10 fois sa maison en caution c'est un peu pénible, mais surtout ça permet de financer des besoins qui sont mal financés aujourd'hui ou pas suffisamment bien financés par le système traditionnel. Concrètement, avec Uniland, vous pouvez financer du recrutement, de la formation, du stock, des choses comme ça qui sont en fait ce qu'on appelle immatérielles et sur lesquelles une banque va avoir du mal à se positionner parce qu'elle ne va pas pouvoir prendre une garantie sur... vous ne prenez pas une garantie sur une personne que vous embauchez par exemple. En revanche, auprès d'Uniland, vous allez pouvoir le faire et surtout, vous allez pouvoir le faire extrêmement vite. C'est-à-dire qu'en moyenne, il faut 5-10 minutes pour déposer un dossier complet sur notre plateforme entièrement en ligne. Ensuite, dans les 2 jours, vous allez être autorisé ou pas à emprunter auprès de notre communauté parce que bien évidemment, on va vous appeler, on va détailler avec vous votre projet et comprendre votre besoin et s'assurer que vous allez tout simplement pouvoir rembourser la dette que vous allez mettre dans votre entreprise. Et puis ensuite, en 2 jours en moyenne, le financement est recueilli. Donc en gros, en 1 semaine, vous pouvez obtenir 80 000 euros auprès de 500 personnes sans garantie. Et les personnes qui vont prêter de l'argent, comment fixent-ils leur taux d'intérêt pour le remboursement? C'est à eux de le fixer? Alors, c'est à eux de le fixer. C'est-à-dire qu'en fait, on est allé jusqu'au bout de la logique. On a dit, finalement, le banquier, c'est pas nous, c'est les gens qui prêtent. Donc, ils vont faire le travail du banquier. C'est-à-dire qu'ils vont choisir s'ils prêtent ou pas à telle ou telle entreprise. Ils vont choisir, évidemment, le montant qu'ils vont lui prêter, puisque, finalement, un financement, c'est une somme de centaines de montants. Donc, c'est à partir de seulement 20 euros. Et ensuite, ils vont choisir leur taux d'intérêt. Et en fait, ils vont être finalement en compétition entre eux, puisque le système va retenir en permanence les meilleures offres au profit de celui qui cherche de l'argent. Donc en fait, c'est un petit peu comme, c'est un système d'enchères finalement, où les meilleurs taux d'intérêt, les taux les plus bas, sont réservés aux chefs d'entreprise. Voilà. Alors, ce qui est important, ce que dit Nicolas, en fait, c'est que maintenant, on se rend compte que c'est les particuliers qui ont le pouvoir, et c'est les individus qui choisissent les innovations
qui veulent voir émerger. C'est Et vrai. c'est ça qui est génial en fait, c'est qu'aujourd'hui en fait, les systèmes de financement traditionnels, les banques et autres n'ont pas les moyens justement de financer ces types de sociétés-là. Et donc c'est vraiment les particuliers qui ont une épargne monumentale, il y a plus de 300 milliards en fait sur les livrets aujourd'hui qui ne rapportent absolument rien. Aujourd'hui, 1 000 € sur votre livret A, c'est 7,5 € à la fin de l'année. Et ça fait une différence. Ça fait une grosse différence. Et là aujourd'hui, en fait, les particuliers, en devenant actionnaires des sociétés, participent à l'histoire, la success story de la société et choisissent vraiment en fait les innovations qu'ils veulent voir émerger demain. Et puis on le voit avec les banques en ligne, etc. aussi, les particuliers ont envie d'avoir la main sur leur argent et de gérer plus les choses que les banques. Après, les banques sont toujours importantes, mais les particuliers prennent de plus en plus la main dans tous ces systèmes de financement. C'est exactement ça. Et Les plateformes fonctionnent. Et c'est ça qu'on veut mettre en fait grâce aux plateformes de financement participatif, notamment le co-funding, c'est ouvrir une nouvelle possibilité d'épargne aux particuliers. Autrefois, en fait, cette possibilité-là était réservée à une élite, donc des gros business angels avec des tickets d'investissement moyens de 20 000 €. Aujourd'hui, en fait, chaque individu peut investir dans une start-up, une société innovante, à partir de 500 €. Et tout ça, en fait, en toute sécurité, puisqu'il co-investit à nos côtés, c'est-à-dire Houlders systématiquement investit au capital de la société, mais aussi on a des investisseurs professionnels, mais notamment une dernière société, on avait le Crédit Agricole qui a investi 100 000 € dans la société, aux côtés de particuliers et aux mêmes conditions d'investissement. C'est ça qui est génial aujourd'hui. Mais c'est génial, mais alors est-ce que ça pourrait, selon vous, Monsieur Henriot, Monsieur Leclerc, remplacer les PPP? Est-ce que ce genre de plateforme pourrait tellement grandir qu'elle pourrait financer, pourquoi pas, de grands et de vastes projets? Est-ce que pour vous, ça pourrait être une forme d'avenir? Je pense que le périmètre n'est pas le même. Le financement, c'est une partie du processus global du PPP, mais le PPP, au-delà de ça, parmi d'autres éléments de délégation publique, aujourd'hui on parle du PPP, mais on peut aussi parler des concessions, qui sont aussi un mode finalement de fonctionnement des infrastructures publiques ou semi-publiques. Bon, et donc le financement, c'est une partie, bien entendu, mais il n'y a pas que ça. On parlait tout à l'heure, toute la gestion. évidemment la partie conception, la partie construction. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est également la partie exploitation d'un ouvrage ou d'un bâtiment, peu importe. Et nous sommes dans une société de services. Les gens veulent de plus en plus de services. Nous avons des clients et de moins en moins d'usagers. Donc on a besoin d'une qualité de service qui est là, qui doit être là. Et puis ensuite, il y a la partie nécessairement déconstruction quand on parle de transition énergétique, de développement durable, etc. Donc pour vous, les PPP, c'est pas terminé? Non, certainement pas. On en garde encore. Je pense que certainement pas. Je pense que ça participe d'une logique globale qui est la délégation de services publics. Ce n'est pas la martingale, on en parlait tout à l'heure, c'est pas la martingale, certainement pas. Mais ça permet dans certaines conditions, je pense notamment avec la condition de la transparence, effectivement la transparence des contrats, de pouvoir répondre à certaines demandes et besoins de fonctionnement de certains ouvrages. Ça reste une solution quand même pour certains projets. Ça reste vraiment une solution, surtout en période de véritable pénurie financière. Et je pense que c'est aussi un gros avantage, c'est de permettre de challenger finalement la puissance publique comme étant soit l'État, soit les collectivités locales, soit les établissements publics, pour leur permettre de faire un choix en toute connaissance de cause, c'est-à-dire soit c'est pas de PPP, mais on renforce la maîtrise d'ouvrage, tel que le disait monsieur, donc avec des compétences en ingénierie, etc. Soit on rentre effectivement dans le PPP, mais en renforçant cette maîtrise d'ouvrage et en ayant effectivement les compétences financières d'ingénierie pour justement bien gérer ce PPP et en faire un gagnant-gagnant. Donc je crois que c'est vraiment challengeant de ce point de vue-là. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour clore ce débat, cette discussion sur les PPP et sur les plateformes de financement? Moi, je peux juste rajouter prendre un exemple. Je ne vais pas prendre tous les exemples de PPP qui ont créé le scandale ces derniers jours, ces derniers mois, que ce soit l'hôpital sud-francilien, le stade de Lille ou Bordeaux, différents projets ou l'université d'Hydro. Je vais juste parler d'un PPP qui est récent, qui vient de se terminer. Voilà, le ministère de la Défense, donc Ballard, il a coûté 745 millions d'euros en coût de construction, et à la collectivité, il va coûter 3,5 milliards. C'est-à-dire que cet argent n'est pas utilisé par les services publics pour le bien public, il est récupéré dans la gestion du bâtiment. Si on prend une partie de ces financements et qu'on le remet dans la maîtrise d'ouvrage public, on peut gérer de manière beaucoup plus vertueuse et beaucoup plus consciencieuse l'argent public et le patrimoine public. C'est-à-dire que là, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus moins cher,
plus pertinent, plus entretenu. Alors je suis d'accord avec vous qu'on est passé par cette étape PPP qui a été douloureuse. Je pense que pour ma part, il faut en revenir. Se dire voilà, on a appris quelque chose avec le PPP, c'est qu'il y a un désir de visibilité sur le long terme. Il y a un désir de voir combien va coûter le bâtiment. C'est vrai qu'à une époque, on construisait un bâtiment sans savoir trop combien il allait coûter en termes d'entretien. Nous, depuis toujours, les architectes, on s'est battus pour étudier un projet en coût global, c'est-à-dire le coût de construction plus le coût d'exploitation, plus le coût d'entretien et l'éventuelle réparation. Et ça, c'est effectivement, je suis plus pour apprendre de cette épreuve que sont les PPP, et j'espère qu'on en arrivera à la fin, et de réinvestir dans les savoir-faire des pouvoirs publics, de la maîtrise d'ouvrage public, qui sont d'ailleurs très compétents. Ils ont des savoir-faire qui sont très intéressants. Ils ont une manière de gérer les projets en conscience, avec de la conscience de faire le bien pour le public. Et avec ce retour d'expérience, il faut prévoir effectivement le coût de construction, le coût d'exploitation, le coût de maintenance et le retour sur investissement sur 10, 20, 30 ans. Et voir combien ça va coûter. Et si on manage bien ça, avec les services publics, là on y arrivera. Si on prévoit bien à long terme, voilà, une vision globale. Une vision globale. Et ça, effectivement, on ne l'a pas fait, on l'a appris, maintenant il faut le faire. Alors, votre financement, moi là-dessus, j'y vois peut-être un intérêt, c'est qu'on a beaucoup d'opérations de particuliers qui cherchent des financements différents que le financement purement et simplement de banques, ne serait-ce qu'avec les entreprises. Et on peut sortir de l'alternative classique du prêt bancaire, de l'endettement, pour pouvoir avoir un financement qui sera étalé sur d'autres... mais ça ne changera rien par rapport au PPP traditionnel tel qu'on les connaît. Oui, c'est pas concurrençable. De toute façon, les deux sont dans deux sphères bien on va distinctes. financer des entreprises qui opèrent dans les TPP ou qui contractualisent dans ce dispositif-là que le dispositif lui-même en fait. C'est même complémentaire parfois. En fait, nous sur la partie financement, la partie PPP, on peut le comparer en fait avec la BPI. On travaille énormément avec la BPI. Chacun des dossiers dans lesquels on investit, systématiquement, il est présenté à la BPI pour du cofinancement avec la BPI, donc la Banque publique d'investissement, qui va justement en fait se dire, effectivement, aujourd'hui, j'ai dans la communauté Houlders, en fait, c'est 1500 personnes qui rejoignent la communauté chaque semaine, qui viennent plébisciter nos innovations. Et donc, clairement, en fait, la BPI se rend compte que si les particuliers, si les individus sont intéressés par ces sociétés, c'est des sociétés qui ont un marché énorme, un potentiel énorme. Et donc, elle se dit, les particuliers ont investi leur argent propre dans ces sociétés-là, mais moi, je vais regarder le dossier, je vais étudier le dossier, et je vais accompagner justement les petits épargnants et les plus gros investisseurs dans leur démarche en proposant en fait un plan de financement complémentaire sur les deniers publics. Et donc c'est la BPI qui va accorder un financement aux entreprises innovantes. Et ça permet notamment de créer des emplois. Par exemple, depuis le début, la plateforme est lancée depuis mai 2014, à peu près 2 ans, et ça a déjà permis de créer 27 emplois. Donc ça peut être une possibilité justement pour créer des emplois et réduire le chômage. Ce que je peux peut-être ajouter par rapport aux architectes, pour avoir la vision d'ensemble de ces sujets, en tout cas au centre de la construction, c'est de se dire qu'il ne faut surtout pas opposer les uns aux autres. Je veux dire qu'on a la chance dans ce pays d'avoir à la fois une grande qualité, on va dire, en termes de création, et notamment les architectes sont vraiment là pour le dire à travers leur profession. Lorsque l'on voyage à l'étranger, lorsque les projets des Français sont à l'étranger, on voit très bien que la qualité créative des Français est quelque chose de recherché, notamment en Asie. La patte française est quelque chose de reconnu, qu'il s'agisse de l'architecture, de la mode, etc. Donc ça, c'est une vraie force de notre pays dans les métiers de la construction, de la conception. Et à côté de ça, on a également la chance d'avoir des entreprises de construction qui sont extrêmement compétentes dans leur domaine, qui font partie des majors dans le domaine en Europe et qui sont capables effectivement d'avoir une vision globale des projets. Donc il ne faut surtout pas les opposer. C'est d'autant plus vrai que le métier et la double fonction, je dirais, ingénieur-architecte, existe. Nous-mêmes, sans faire de promotion pour le STP, on intègre cette fonction-là parce qu'il y a un vrai besoin. Les entreprises en ont besoin. Donc je crois qu'il faut surtout travailler en bonne intelligence là-dessus et encore une fois, faire en sorte que la puissance publique puisse se poser les bonnes questions là. On va rentrer dans une période électorale qui va justement permettre de se poser les bonnes questions. Quelles sont les missions régaliennes de l'État ? Une fois qu'on a répondu à cette première question, on peut se poser la deuxième question. Si on délègue, comment délègue-t-on, à quelles conditions et avec quelle visibilité, quelle durée par exemple, lorsqu'on crée un établissement ou lorsqu'on crée un bâtiment public. Donc ça permet de se poser les bonnes questions. Bien, je pense qu'on a à peu près fait le tour.
des questions du PPP et des plateformes de financement. Merci à vous d'avoir été avec nous sur ce plateau. On vous retrouve peut-être très bientôt pour un autre sujet. Merci Fanny. Merci à vous de nous avoir suivis sur l'émission Ça fait débat. N'hésitez pas à réagir sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et d'aller voir l'ensemble de nos reportages et de nos émissions en replay sur le site btp.tv. À très bientôt.